Nous poursuivons donc ce journal avec toujours la RDC et l'Est de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de l'entretien de la semaine qui revient sur les principaux sujets d'actualité de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir un spécialiste de la question, Tite Gatabazi. Bienvenue à l'entretien de la semaine. Je te remercie, cher Patrick. On était ensemble ici vendredi dernier, et puis il y a exactement une semaine, vous l'aviez pratiquement annoncé, hein, la chute de Goma, vu la situation sur le terrain, l'encerclement de la ville. Finalement, la ville est tombée entre les mains de M23. Comment expliquer ces débâcles? Comment expliquer ces débâcles? Bon, il était quasiment prévisible. Vous avez d'abord une armée nationale qui n'existe que de nom, gangrénée par la corruption, gangrénée par le tribalisme, le détournement. Je crois qu'il n'y a qu'en République démocratique du Congo où les officiers supérieurs vendent le matériel militaire aux civils. Et après, vous ajoutez la couche des alliés. Les FDLR n'ont pas les mêmes intérêts que les FARDC. Vous ajoutez les criminels Ouazalendo qu'on a intégrés au FARDC, qui ne connaissent rien à l'art de la guerre. Vous allez chercher des Burundais qui ne sont pas terribles pour rester courtois. Vous y ajoutez des mercenaires qui n'ont pas d'état d'âme, qui viennent chercher de l'argent et beaucoup d'argent. Il y avait pratiquement près de 300 mercenaires européens. Hein? Oui, et donc, quand vous avez ce cocktail-là, comment voulez-vous mener une guerre et la gagner? Ajoutez à cela les bisbilles qu'on connaît entre les généraux, les lieutenants-colonels, pour qui le premier est tombé sur l'argent et comment il fait la distribution. Et tout ça n'est pas de nature à mener de combat ou alors à aller sur un champ de bataille. Depuis qu'on nous chantait la montée en puissance des FARDC, qu'on allait récupérer Bunagana, Bunagana s'est agrandi, jusqu'à arriver à Goma. Donc, la débâcle militaire était prévisible. Ce qui ne l'était pas, c'est la manière dont Goma a été gérée. Oui, on peut déjà faire remarquer à propos de mercenaires qui ont perdu le combat. Et on parle des sommes astronomiques qui sont payées par mois hein, pour ces mercenaires européens. Oui. Quand, au même moment, le militaire de l'armée, la FARDC, touche pratiquement rien. Moins de $100 par mois pour faire vivre sa famille. Et on donne des millions aux mercenaires, on donne des millions aux Burundais, on paye je ne sais combien à la SADC. Pour quel résultat? Un résultat qu'on est en train de vivre. Goma est tombé. Voilà. Et quelle leçon normalement Kinshasa devrait tirer de cette analyse? On a toujours dit que Kinshasa était à contre-courant. Je crois que l'ambassadeur Nsengimana vient d'expliquer l'origine du problème, mais en disant que Tshisekedi est le problème. Aujourd'hui, c'est vrai que Tshisekedi fait partie du problème. Tshisekedi veut la guerre, une guerre qu'il ne peut pas gagner. Tshisekedi veut continuer la guerre pour des intérêts bassement mercantiles. Tshisekedi veut continuer la guerre, je crois, pour caresser un peu son ego et dire quand j'étais président, j'ai fait la guerre, mais quand vous perdez de cette façon-là, non seulement vous avez la guerre, mais vous avez le déshonneur.
On a remarqué immédiatement après la chute de Goma, il y a eu ce qu'on a semblé appeler des manifestations contre les ambassades à Kinshasa, les ambassades des pays occidentaux. Ouais. Il y a des pays africains, notamment le Rwanda, les ambassades qui ont été saccagées. Oui. Comment on peut analyser cette situation? Est-ce que ce n'est pas un acte prémédité? Non, il n'y a pas l'ombre d'un doute quant à la préméditation et à l'incitation. Vous avez le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui appelle les jeunes à aller casser les ambassades occidentales. Vous avez l'un des grands communicateurs de l'UDPS, Joël Kitenge, qui fait le tour des plateaux télé pour dire si Goma tombe, Tokotumba, l'ambassade de Nyonso ya Mindele. Donc, pour dire, nous allons brûler les ambassades des occidentales. C'est ce qui est arrivé. Et dans la foulée, le ministre Mouyaya, qui joint sa voix à celle des autres en faisant beaucoup de zèle, il a félicité les casseurs. Mais admirez un peu l'élégance de la vice-ministre de l'Intérieur. On ne peut pas faire plus que ça. Dire que les casseurs sont des infiltrés rwandais, il fallait aller chercher ça. Il faut vraiment expliquer aux Français, aux Américains, aux Belges que ces jeunes délinquants qui ont cassé les ambassades à Kinshasa venaient de Kigali. Ils ont traversé pratiquement... Ils sont, on ne sait pas comment, vous savez, Kigali a la magie de créer des super-hommes qui peuvent voler, qui arrivent je ne sais comment, mais la main sur le cœur et avec un air plutôt sérieux, il dit non, non, non. Nous avons organisé une manifestation pacifique. Les casseurs allaient chercher du côté de Kigali. On peut en rire, mais c'est vraiment très grave. Oui. C'est très grave. Et puis, remarquons que dans cette situation, Kinshasa semble avoir perdu la boussole, hein, parce qu'il n'y a pas de réaction constructive à la situation. Même les efforts régionaux, notamment la rencontre de Nairobi, où le président Tshisekedi était dans les abonnés absents. Oui. Je crois que j'ai fait un papier qui disait que la politique de la chaise vide se retourne toujours contre celui qui la pratique. Mais regardez un peu la logique de Tshisekedi. En fait, Tshisekedi est dans sa logique. Il veut, quel que soit le prix, comme dirait quelqu'un, maintenir la guerre à l'Est. Et donc, la route de Nairobi, il faut y mettre des obstacles. La voie qui mène à Luanda, il faut jouer du valse. Il faut dire oui aujourd'hui, l'après-midi, on dit non. Il faut multiplier les obstacles à Luanda et Nairobi pour maintenir la guerre à l'Est. Mais ce qui est beaucoup plus grave, je trouve, c'est ce à quoi on assiste depuis la prise de Goma. Goma tombe au moment où on a le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. On va dire que les déclarations des représentants des États sont plutôt équilibrées. On condamne du bout des lèvres et les sanctions derrière lesquelles Tshisekedi court depuis 3 ans ne sont pas au rendez-vous. Mais regardez le malaise de l'Afrique du Sud. Quand le journaliste de la télévision sud-africaine demande au ministre de la Défense, est-ce que nos troupes travaillent avec les FDLR? Et il était malheureux sur le plateau. Vous savez, vous comprenez, vous voyez, il a répété la question combien de fois pour dire, est-ce que des troupes sud-africaines, avec l'histoire qui est la nôtre, avec la sociologie qui est la nôtre, avec l'héritage de Mandela et de Simone Tutu, paix à leurs âmes, nos vieux, est-ce que nous pouvons nous permettre de nous associer directement ou indirectement à des forces génocidaires? Et ça, je crois que c'est l'épine de pied qu'il y a dans le pied du président Ramaphosa.
Oui, restons justement en Afrique du Sud. Il y a eu ce ton du président sud-africain, hein, en proie à des difficultés devant son Parlement, son opposition. Il y a eu cette façon d'expliquer que les forces sud-africaines actives dans les forces de la SADC étaient des forces d'interposition. C'est faux. Non de force, combattante. C'est faux. Si Tshisekedi a fait partir East African Force, c'est parce qu'ils avaient un mandat non offensif. La SADC vient, Afrique du Sud, Malawi et Tanzanie, pour aller au front. Et c'est ce qu'ils font à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc ça, c'est faux. Et la deuxième chose, c'est que c'est à la fois dire que c'est une force d'interposition, ça veut dire une mission de la paix. Ah non, ça c'est faux. Une mission de la paix, c'est le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies qui dit aux militaires, vous n'ouvrez pas le feu. Vous allez séparer les gens. C'est ce que faisait East African Force et pas la SADC. Et la deuxième chose, c'est cette alliance avec les FDLR. Et donc ça, je crois que ça les ennuie beaucoup. Et donc je pense qu'en Afrique du Sud, sans rentrer dans la cuisine interne qui n'est pas jolie aussi, Ramaphosa portera quand même sur ses épaules d'avoir fait perdre la majorité de l'ANC au Parlement. C'est la première fois que ça arrive depuis 1994. Mais aussi l'image et le poids diplomatique de l'Afrique du Sud est en train de s'effriter à cause des conflits d'intérêts. Ils ont raté le rendez-vous au Mozambique pour secourir le voisin immédiat qu'il a été par le Rwanda. Je crois que ça les a chiffonnés un peu, mais pour de mauvaises raisons. Et aujourd'hui, à l'est du Congo, ce n'est ni politiquement rentable, diplomatiquement, ils ont des problèmes. Et sur le plan opérationnel, on a vu ce qu'on a vu. Et donc, efficacité, aller circuler, il n'y a rien à voir au niveau de l'efficacité. Donc, l'orgueil maintenant de dire on a perdu Goma, on veut revenir, on veut ajouter le nombre des militaires et même du matériel. Est-ce que vraiment c'est le nombre qui a manqué à l'Est? Avec FARDC, avec FDLR, avec Ouazalendo, avec les Burundais en cascade, est-ce que c'est le nombre qui a manqué? Ou c'est la cause qui n'y est pas? On ne sait pas pourquoi on vient tirer sur des Congolais qui ont des revendications légitimes. C'est ça le nœud du problème. Que vient faire la SADC? Oui. Tirer sur des enfants de la maison qui sont en train de revendiquer leurs droits. Au nom de quoi vous venez? Entre-temps, fait étrange, à Kinshasa, la presse est pratiquement muselée, où il y a des menaces qui ont été proférées envers la presse pour ne pas divulguer la situation réelle à Goma. Nous avons suivi l'autorité en charge de la presse qui menaçait directement les hommes et les femmes des médias. Ils ont commencé bien avant. Ils censurent Al Jazeera. Parce que Al Jazeera a mené une interview, il menace RFI et France 24, et de l'aveu même de Christian Bossembe, qui est le patron de la régulation des médias, il dit RFI, il marche maintenant sur nos instructions, et donc eux, ils peuvent rester. Et interdiction formelle, ça veut dire d'informer. Il est interdit en République démocratique du Congo aujourd'hui d'informer et de parler de ce qui se passe à l'Est. Ça, c'est la première des choses. Même dans les groupes WhatsApp, parce que j'ai lu son communiqué ce matin, je me suis dit, allez, ça y est. Même dans vos groupes WhatsApp, n'osez pas parler de Goma et ses environs. Pourquoi? Parce qu'il y a un désarroi. En 30 secondes, la chute de Goma, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après? Je crois qu'il y a un gros challenge pour
l'AFC M23. On nous dit depuis ce matin qu'ils sont arrivés à sécuriser la ville. Il faut que ça reste et que ça se renforce, mais ils doivent administrer cette ville. C'est presque 2 millions d'habitants. Goma, 2 millions d'habitants. Goma qui grouille. Hein? Il faut administrer. Il faut assurer les services de base, l'eau, l'électricité, Internet. Il faut que les enfants aillent à l'école. Et après, maintenant, vous passez à la phase reconstruction. Il faut des hôpitaux, il faut réhabiliter les écoles. Goma a des belles routes quand même. Au niveau des routes, ça va, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais le plus difficile, c'est de changer la mentalité. L'inversion des valeurs, réhabiliter les valeurs, ça, c'est le plus gros qu'ils ont à faire. Mais ça va s'étaler sur la durée. Merci à vous, Tite Gatavazi. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes expert dans la politique régionale. Nous vous remercions de votre aimable participation à ces différentes interventions.